Nigeria, Boko Haram continue de multiplier ses attaques. Au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées dans une double attaque suicide à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé ce lundi qu'il verserait à partir du mois prochain des indemnités à des fermiers blancs. Ces derniers avaient été expulsés de force lors de la réforme agraire il y a une vingtaine d'années. La justice sud-africaine a estimé ce lundi que rien ne s'opposait à l'extradition de l'ancien ministre mozambicain des Finances vers les États-Unis. Il est poursuivi dans le cadre d'un vaste scandale de corruption qui défraie la chronique. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé ce lundi qu'il verserait à partir du mois prochain des indemnités à des fermiers blancs. Ces derniers avaient été expulsés de force lors de la réforme agraire controversée ordonnée par l'ex-président Robert Mugabe il y a une vingtaine d'années. Les précisions. L'enregistrement et la liste des fermiers devraient être terminés à la fin avril, date à laquelle débutera le versement des paiements partiels aux anciens propriétaires, ont indiqué les ministères des Finances et de l'Agriculture. Au début des années 2000, la presque totalité des 4500 agriculteurs blancs de l'époque ont été expulsés manu militari de leurs terres au profit de fermiers noirs sur ordre du gouvernement dirigé par Robert Mugabe. Cette initiative avait pour objectif affiché de corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique. Mais mal organisée, cette opération s'est faite au profit de proches du régime et de fermiers sans équipement ni formation, provoquant un effondrement brutal de la production. La réforme a plongé par ricochet toute l'économie du pays dans une crise catastrophique dont il ne s'est toujours pas remis. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Mugabe après sa démission forcée fin 2017, s'est engagé à relancer l'économie du pays, notamment son agriculture. Son gouvernement a ainsi ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la restitution symbolique des terres confisquées à une poignée de blancs. Il a aussi décidé d'étendre de 5 à 99 ans la durée du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire. Le régime a prévu cette année un budget de l'équivalent de 53 millions de dollars pour indemniser les propriétaires expulsés, mais uniquement pour leurs investissements, pas pour la valeur des terres dont ils ont été expropriés. L'Union des agriculteurs s'est félicitée de cette grande avancée. La justice sud-africaine a estimé ce lundi que rien ne s'opposait à l'extradition de l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, vers les États-Unis. Il est poursuivi dans le cadre d'un vaste scandale de corruption qui défraie la chronique. Les reportages. Il existe des preuves de l'implication de Manuel Chang dans les crimes pour lesquels il est inculpé et toutes les conditions sont remplies pour qu'il soit jugé aux États-Unis, a estimé le juge William Schutt lors d'une audience devant le tribunal de Kempton Park près de Johannesburg. Le magistrat devrait aussi se prononcer sur une demande concurrente d'extradition de Chang vers le Mozambique. La décision finale revient au ministère sud-africain de la Justice. L'ex-ministre, 63 ans, a été arrêté à l'aéroport international de Johannesburg en décembre dernier sur requête de la justice américaine pour son implication présumée dans des prêts frauduleux de 2 milliards de dollars à des entreprises publiques mozambicaines. Manuel Chang est accusé d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin. Il est en détention provisoire en Afrique du Sud. Son pays d'origine et les États-Unis se disputent depuis le droit de le juger pour les mêmes faits. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a publiquement fait savoir sa préférence pour le Mozambique. Nous autoriserons le Mozambique à avoir son ancien ministre. Nous estimons que c'est la chose la plus simple à faire pour tous, a-t-elle récemment indiqué. Le parquet sud-africain a également estimé que la demande d'extradition de Maputo était en ordre. Le scandale dit de la dette cachée a plongé le Mozambique dans une grave crise financière et embarrasse son actuel président, Filipe Nyusi.
En République démocratique du Congo, des dissensions apparaissent au sein du Front commun pour le Congo en raison de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue cette semaine. Un autre candidat affiche désormais sa volonté de briguer le poste malgré la désignation par l'ex-président de Janine Mabunda comme candidate de la majorité. Un groupe des députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo FCC, rejette la désignation de Janine Mabunda comme seule candidate de la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Un autre nom, celui d'Henri Thomas Lokondo, lui aussi membre du FCC, devrait être présenté au même poste pour affronter la candidate de Joseph Kabila, l'autorité morale. Henri Thomas Lokondo n'y va pas par quatre chemins. Il évoque l'absence de primaires au sein de sa famille politique, le FCC. Des primaires qui, dit-il, auraient pu permettre à chacun d'exprimer ses ambitions et de dégager ainsi un candidat consensuel pour représenter les couleurs de la plateforme politique. Ainsi, il annonce qu'il sera candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, candidat indépendant s'entend, pour affronter celle qui a été désignée par l'autorité morale du FCC. Je suis motivé parce qu'il y a beaucoup d'amis députés nationaux qui m'ont demandé d'être candidat. Et s'ajoute à cela une large opinion nationale parce qu'ils pensent pouvoir imprimer une autre dynamique au sein de l'Assemblée pour ce qui concerne particulièrement la partie contrôle. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a deux prérogatives, légiférer et contrôler. Successivement sénateur puis député national de l'ex-majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo s'est fait remarquer dans les deux chambres du Parlement pour ses pertinentes interventions. Il n'y a même pas un débat sur ça. En Libye, l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, a poursuivi ce lundi son offensive vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du gouvernement d'Union nationale. Ces combats ont provoqué des dizaines de morts depuis jeudi dernier et déplacé plus de 2800 personnes. Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, au moins 35 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées depuis le lancement de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar jeudi dernier. Parmi eux figurent des civils, selon cette source qui n'a pas précisé leur nombre. Les forces pro-Haftar ont, elles, fait état samedi soir de 14 de leurs combattants tués. Après l'habituelle pause nocturne, les combats ont repris ce lundi matin pour la 5e journée consécutive au sud de la capitale. Un avion militaire non identifié a mené une frappe contre l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel dans la capitale libyenne, située dans la banlieue est de Tripoli. Le raid qui a visé une des pistes d'atterrissage sans faire de victimes n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a exprimé sa préoccupation en soulignant que plus de 2800 personnes ont déjà été déplacées par les combats. Il a appelé les belligérants à assurer la sécurité de tous les civils et un accès humanitaire permanent. La mission de l'ONU en Libye avait lancé un appel urgent à une trêve de 2 heures dimanche dans la banlieue sud de Tripoli pour permettre l'évacuation des blessés et des civils face à l'escalade militaire. Mais les deux camps rivaux ont ignoré cet appel. L'armée soudanaise a, de sa part, déployé ce lundi des troupes autour de son quartier général à Khartoum. Il faut dire que des milliers de manifestants sont rassemblés devant le quartier général de l'armée pour le 3e jour consécutif afin de réclamer la démission du président Omar El-Béchi. Les images. Les manifestants stationnant devant le quartier général de l'armée soudanaise depuis 3 jours consécutifs ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène ce lundi matin. Des militaires ont installé des barricades dans plusieurs rues à proximité du quartier général de l'armée afin d'empêcher des véhicules de s'approcher. Plus tôt dans la matinée, des véhicules transportant des membres du NIS et de la police anti-émeute ont également pris position près du siège de l'armée. Des milliers d'hommes et de femmes tiennent depuis samedi le plus grand rassemblement jamais organisé depuis le début de la contestation en décembre pour réclamer le départ du président Omar El-Béchir du pouvoir. Déclenché le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, dans un contexte économique difficile, les manifestations se sont rapidement transformées en mouvement de contestation contre Béchir, qui dirige le pays depuis un coup d'État en 1989. Celui-ci a refusé de démissionner et fait face à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir.
Après avoir tenté de réprimer la contestation par la force, il a instauré l'état d'urgence dans tout le pays le 22 février dernier. La mobilisation avait depuis nettement baissé avant la journée de samedi. Depuis le début du mouvement, 32 personnes sont décédées selon les autorités et plus de 51 selon Human Rights Watch. L'Union des médecins soudanais a organisé un rassemblement à Londres. Le but est de se prononcer sur la santé et la liberté au Soudan. C'est également une occasion pour la présidente de l'Union des médecins soudanais au Royaume-Uni de s'exprimer sur la crise socio-politique qui secoue actuellement le Soudan. On l'écoute. We are inspired by all the success that happened in Algeria for the peaceful Nous sommes inspirés par le succès de ce qui s'est passé en Algérie par la résistance pacifique. Mais cela souligne que la présence d'une armée indépendante et l'absence de violence rend le peuple en mesure d'exercer ses droits à la liberté d'expression et vous pouvez réussir et vous pouvez atteindre vos objectifs. Si l'on compare avec le Soudan où nous avons été victimes de violences, de détention, de meurtres, près de 60 personnes sont mortes. Il est très difficile pour nous d'atteindre notre objectif. Mais nous n'abandonnerons pas. Les médecins ont toujours été en première ligne. Depuis les années 60, dans les années 80, ils font partie des organisations professionnelles. Nous sommes convaincus que la détérioration des services de santé est une violation des droits de l'homme. Et ce régime n'a aucun engagement envers la santé. Les gens ne meurent pas seulement par balle. Des gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux services et qu'ils ne peuvent pas payer leurs médicaments. Des enfants meurent de malnutrition. C'est pourquoi nous faisons campagne depuis des années et des années pour que les services de santé s'améliorent. Il n'y a aucun moyen de l'améliorer avec ce régime. C'est pourquoi ils doivent partir. Nous voudrions que la communauté internationale sache qu'il y a une révolution au Soudan, que nos demandes sont légitimes, que ce régime a perdu son mandat. Avec ce régime, il n'y aura plus de sécurité dans la région ou au sein de la communauté internationale. Avec le terrorisme et le fondamentalisme, ça continuera. De plus, l'immigration irrégulière se poursuivra sous ce régime. Or for fundamentalism that will continue and that irregular immigration will continue under this regime. Au Nigeria, Boko Haram continue de multiplier ses attaques. Au moins 3 personnes ont été tuées, plus de 30 blessés dans une double attaque suicide à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. L'attaque est survenue lorsque 2 femmes kamikazes ont déclenché leur ceinture explosive dans la soirée de samedi au milieu de la foule dans le quartier Mouna-Dalti, en périphérie de la ville. Au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 30 blessés. C'est le bilan de la double attaque suicide survenue ce week-end à Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria, ravagée par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Selon un responsable de la milice engagée contre Boko Haram aux côtés de l'armée, 2 femmes kamikazes ont déclenché leur ceinture d'explosifs cachée sous leur robe parmi une foule d'habitants, samedi vers 19h GMT. Les lieux de l'attaque, un quartier populaire et fréquenté les week-ends par les badauds, a été attaqué à plusieurs reprises depuis le début de l'insurrection, il y a 10 ans. Un camp de déplacés situé à proximité a également été la cible de dizaines d'attentats suicides, souvent menés par des femmes kamikazes. La plupart de ces attaques ont été menées par le leader historique du groupe, Aboubakar Shekau, qui a orchestré de nombreux attentats contre des civils, notamment dans des mosquées, des places publiques et des écoles. L'autre faction, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, né d'une scission du groupe islamiste en 2016, se concentre davantage sur des cibles militaires. Le conflit lancé par Boko Haram a fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de personnes sont toujours déplacées depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria, où sévit une grave crise humanitaire. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. À très bientôt.